Ok, bienvenue dans les petites capsules de STT 5100. Donc, on est dans des rappels de stats. Donc, après avoir fait des petits rappels de probas, on est dans les rappels de stats. Donc, on a fait la partie inférence. Là, je suis dans la partie test depuis quelques temps. Donc, on avait posé les principes généraux sur les tests. Là, je vais faire une petite capsule sur un test un peu particulier. C'est le test du Ki2, parce qu'on en aura beaucoup besoin par la suite. Euh, et voilà, vous le connaissez par cœur. Je vais juste reformaliser un certain nombre de concepts associés à ce test euh, qui présente beaucoup d'intérêt, que je vais vous présenter comme un test sur les lois multinomiales pour commencer. Puis on arrivera sur les notions de test d'indépendance et ce genre de choses qu'on utilisera abondamment par la suite. Donc, ce test du Ki2, il est étroitement lié à la loi multinomiale. Donc, je vais revenir un petit peu sur la loi multinomiale et, et on va essayer de construire tranquillement notre test et puis de l'appliquer dans deux cas un peu particuliers, encore une fois. Un test d'adéquation de loi et extension à la notion d'indépendance. Okay. Donc, je vous montre un petit peu un exemple de loi multinomiale. Donc, c'est ce qui va apparaître dès lors qu'on a des facteurs. Donc, les facteurs, c'est des variables qui sont souvent des caractères. Alors, ça peut être aussi des nombres. Je pense en particulier si vous faites des questionnaires, par exemple, où vous demandez est-ce que vous êtes plutôt satisfait, pas satisfait, moyennement satisfait, etc. Donc, généralement, ça peut être codé 1, 2, 3, 4, 5, par exemple. Est-ce que c'est vraiment des chiffres ou est-ce que c'est des variétés il y a quand même une notion d'ordre, d'accord? Donc c'est ce qu'on appellera du catégoriel ordonné. Okay, mais il y a des cas pour lesquels, voilà, par exemple, vous pourriez avoir par exemple, sur les données que je n'ai pas de base de données en France à vous partager, mais par exemple, les codes postaux sont des chiffres qui ne sont pas du tout, voilà, qui sont pas exploités comme chiffres en tant que tels, mais ce sont des endroits qui permettent d'extraire des localisations. Les départements sont des chiffres, ce genre de choses. Donc, ce qui apparaît comme étant chiffré n'est pas forcément une variable numérique. Mais de manière générale, disons qu'une factorielle, ce sera des ensembles de chaînes de caractères, pour parler comme un informaticien. Ici, on a plusieurs types de professions. Alors, c'est une base qui est la base prestige, qui vous permet d'avoir le prestige des métiers en fonction de toutes sortes de choses. Donc, vous avez le nom du métier, donc, qui apparaît à gauche. Donc, c'est ce qui est en fait le nom de vos lignes dans votre base de données. Vous avez le revenu, vous devez avoir le nombre d'années d'études, la variable prestige, qui est une variable importante, et il y a une variable qui est type. Donc, c'est quel type de métier est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des professionals? Et puis, il y a d'autres catégories. Je ne sais plus ce que c'est, mais il y a BC, il y a WC. Donc, voilà. Donc, j'ai plusieurs catégories possibles. Okay. Et donc, c'est ce qui est fait ici. Donc, il y a trois catégories possibles, ce BC, ce WC et ce prof. Okay. Donc, ce que je vous disais quand je vous présentais les lois multinomiales, donc ça, c'est ma variable X. Ma variable X, elle est dans trois catégories. Okay. Dans ces cas-là, je vais la transformer en une variable réelle, ou plutôt un vecteur de variable réelle. Donc, quand je regarde ici, donc ma variable, prenez la modalité prof, donc X, prenez la modalité prof, donc qui est une chaîne de caractères, je vais la transformer en un vecteur 0, 1, 0, qui est ce vecteur d'indicatrice. Okay. Donc, quand vous avez une variable factorielle qui est une variable univariée dans un espace tordu, parce que c'est un espace de mots, okay, je le convertis en un objet un peu particulier, qui est un vecteur avec des 0 et des 1, qui contient donc en dimension D, si jamais j'ai des modalités, qui contient très exactement D-1, 0, et une seule fois un 1. Okay. Donc il y a une variable qui vaut 1 quelque part. Donc si vous regardez ici, on les voit apparaître. Donc une seule fois, j'ai les 1. Okay, et ça correspond précisément à la modalité qu'on prend. Donc si vous êtes prof, vous êtes la modalité du milieu, et donc je mets des 1 dès lors que je tombe sur quelqu'un qui est professional, quelque chose comme ça. Donc je passe de ma variable X à un vecteur Y qui va contenir toutes les informations. Donc c'est ce qu'on pourrait noter multinomial d'ordre P, P étant un vecteur de probabilité qui est la probabilité d'être dans chacune des classes. Okay, donc, exemple tout simple, mais ça on le verra plus tard quand je vous ferai la régression logistique. On s'intéressera un moment à la survie des passagers du Titanic. Il y a une variable qu'on a qui est dans quelle classe est-ce que la personne voyageait. Donc, de mémoire, on avait viré les gens du personnel d'équipage, mais dans la base initiale, si vous voulez chercher sur Internet, vous la trouverez, vous avez un membre d'équipage, première classe, deuxième classe, troisième classe. Okay.
en mémoire dans la base que je mets en ligne dans l'application qu'on fait dans le cours, on a juste première classe, deuxième classe, troisième classe. Donc je suis vraiment juste sur les passagers du bateau. Ok. Ben, les classes, même s'il est marqué 1, 2, 3, je n'ai pas envie de les prendre comme des chiffres, et donc je vais créer 3 classes. Ok. Donc je vais avoir trois catégories, première, deuxième, troisième classe. Ça va me donner 3 vecteurs, 3 indicatrices. Okay. Chacune vous correspond à des probabilités dans chacune des classes. Donc mon P1 serait naturellement la fréquence de première classe, P2 fréquence de deuxième classe, P3 fréquence de troisième classe. Voilà. Donc on a cette loi multinomiale. Okay. Donc j'ai mon vecteur qui me dit que je suis sur mon vecteur Y, il est associé à un paramètre P0, P1, P1, PD, pardon. Et j'ai envie de faire un test. Donc, encore une fois, je suis dans la section test, mais on verra que pour faire des tests, c'est très très lié à des notions d'estimateurs. Donc, ça sera ce que je reviendrai là-dessus dans la capsule suivante. Le lien entre les estimateurs et les tests. Donc, je vais avoir besoin de construire un estimateur de mon paramètre, okay, de voir ses propriétés. Et à partir de là, on va en déduire un test pour savoir si je mets P vaut P0. Okay. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a une distribution uniforme au sein des classes? Est-ce qu'il y a autant de première classe, deuxième classe que troisième classe parmi les survivants du naufrage, par exemple? Okay, donc, j'ai le droit de faire ce genre de choses. Donc, pour ça, de quoi je dispose? Comme toujours, quand on va faire des tests, j'ai un échantillon. Okay, donc, je dispose de n observations, Y1, Yn, donc ils sont n observations multivariées en dimension D, d'observation de variables multinomiales. Ok. Donc, sauf erreur, c'est très exactement la même slide que celle que j'avais utilisée pour vous présenter la loi multinomiale dans les rappels de proba. Si jamais vous êtes au point, on peut passer. Sinon, je vous laisse regarder tranquillement. Mais encore une fois, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que quand je prends une variable multinomiale de dimension P, à l'intérieur se cachent des petites variables Bernoulli, okay, avec une contrainte très particulière qui est que la somme doit être égale à 1. Okay. Alors ça, j'insiste parce qu'on verra quand on fera de l'inférence juste après. Rajouter des contraintes sur les sommes fait que ça va introduire une corrélation négative entre les variables. Okay. C'est-à-dire que, en l'occurrence, si jamais je vous dis que x1 vaut 1, vous avez par construction la valeur de toutes les autres. Okay. Si jamais je vous dis que x1 vaut 0, ça ne vous dit pas ce que vaut x2, y2, mais ça vous dit qu'il y a quand même plus de chances que x2 soit un peu plus grand. Donc on voit qu'on a une corrélation négative a priori entre les variables, donc ce qui devrait s'en sortir sur la matrice de variance-covariance de notre modèle. Okay. Donc j'ai des petites variables de Bernoulli qui ne sont pas du tout indépendantes, qui sont probablement corrélées négativement. Okay. Avec un truc un peu tordu qui est qu'elles sont toutes corrélées négativement. Donc la corrélation négative multivariée, c'est un objet très très bizarre parce que ça vous dit qu'à la fois x1 est corrélé négativement avec x2, x2 est corrélé négativement avec x3. Alors si la corrélation était très forte, on aurait envie de dire, si x1 et x2 sont très fortement négativement corrélés, mais que lui est très négativement corrélé avec l'autre, ça veut dire que le premier et le troisième sont positivement corrélés. Ici, ce n'est pas le cas. Okay, c'est une corrélation qui reste quand même assez faible, de telle sorte que ma matrice de variance-covariance, elle aura du sens. Ok, donc j'ai mes variables indicatrices. Alors, de la même manière qu'on était passé d'une Bernoulli à une binomiale, on va pouvoir passer de cette multinomiale MP à du multinomial NP. D'accord? C'est quoi? C'est tout simplement quand on va avoir un comptage, quand on a une observation. Okay, donc, ce qu'on sait, c'est que je vais compter à chacune des observations. Donc, cette fois-ci, mes YJ, ce seront des binomiales BNPJ et pas simplement des Bernoulli PJ. Okay, donc, si jamais je fais N tirages, dans ces cas-là, je peux tomber parfaitement sur N fois la profession prof, okay, les autres qui n'apparaissent pas. Okay, mais disons qu'il y a plus de fortes chances pour quand même que ça se dispatche entre toutes les classes. Donc, cette fois-ci, la contrainte, c'est que la somme sur donc, toutes les variables déjà sont à valeur entière. Okay, et c'est associé au fait qu'on a des binomiales, okay, et la somme doit forcément être égale à n. Donc là encore, ça va induire une corrélation négative entre les valeurs. Donc si jamais je vous dis que j'ai regardé pour les 1000 premiers métiers leur profession, que j'ai vu que j'avais 900 fois le label prof, ça veut dire que pour les autres modalités, il y a des chances quand même pour qu'elles soient relativement faibles. Okay, donc c'est vraiment ça, cette notion de corrélation négative. On pourrait faire de l'inférence. Je vous renvoie à ce que j'ai dit dans la première capsule d'inférence. Classiquement, on fait du maximum de vraisemblance. Est-ce que je peux faire du maximum de vraisemblance là-dessus? Oui, à condition que je puisse écrire la distribution. Donc la densité, je l'ai en fait.
c'est une espèce d'extension de ce qu'on avait dans le cas de la loi binomiale ou Bernoulli. Je vous rappelle que quand j'avais de la binomiale, okay, j'avais quelque chose qui faisait intervenir des composantes, de la manière dont je peux mélanger mes Y fois où j'ai obtenu des 1 parmi les N tirages. Et ensuite, j'avais quelque chose de la forme P puissance Y, 1 moins P, puissance 1 moins Y. Ou N moins Y, pardon. Okay, donc, on avait quelque chose qui ressemblait à ça. Donc, on voit apparaître les probabilités à la puissance, le nombre de fois où c'est apparu. Donc, en fait, je vais avoir, dans le cas multinomial, P1 puissance Y1, P2 puissance Y2, PD puissance YD. Okay, et puis avant, bah, c'est juste comment est-ce que je fais pour imaginer toutes les affectations possibles de mes N individus parmi des classes possibles. Okay, bah, c'est juste cette espèce de facteur un petit peu vilain, mais bah, disons que peu importe, on est capable de le calculer. Okay, donc, si vous n'êtes pas convaincu, réécrivez-le, encore une fois, dans un cas très particulier, qui est lequel la loi de Bernoulli. Ce qu'on peut montrer, c'est que la Bernoulli, c'est un cas particulier. On s'intéressait juste, est-ce que je suis tombé sur un 1? Là, on peut dire, je vais créer le vecteur avec est-ce que je vaux 1, est-ce que je vaux 0? Et on s'intéresse à ce vecteur-là, et puis on peut écrire là aussi la vraisemblance, et vous verrez que ça correspond à ça. Okay, vous allez très exactement retrouver le nombre de combinaisons. Donc, vous allez retrouver ce factoriel n, et au dénominateur factoriel y, factoriel n moins y. Okay, et ici, je vais avoir du p puissance y et 1 moins p puissance n moins y. Donc, on est très exactement dans l'extension usuelle de la loi binomiale. Ok, si jamais j'ai ma densité, ou ma distribution de masse, puisqu'on est sur des trucs discrets, je peux en déduire ma vraisemblance. Okay, donc, ma vraisemblance, encore une fois, c'est une fonction de p, mon paramètre. Okay, donc, c'est juste, si jamais j'enlève mon gros facteur moche de combinaison, okay, je vais être proportionnel, en tout cas, au produit de toutes ces probabilités PJ puissance 1 Y, 1 IJ. D'accord, donc YIJ, c'est est-ce que c'est la valeur que prend la variable YI, donc l'observation YI, associée à la modalité J. Donc, c'est en gros, est-ce que l'individu I est dans la catégorie J. Okay, donc, c'est 1 ou 0. Okay, et donc, on a cette grosse expression pour la densité. Donc, on a notre vraisemblance, sauf que on a cette petite contrainte en plus, c'est que notre paramètre, il n'est pas défini sur R, il est défini à l'intérieur de 0,1 puissance n avec une contrainte très particulière, 0,1 puissance d, okay, avec la contrainte très particulière quand même que la somme des pays doit être égale à 0, la somme des PJ. Okay. Et ça, eh ben, ça change un petit peu la donne, c'est-à-dire que mon programme d'optimisation, ça devient un programme d'optimisation sous contrainte. Okay, c'est que si jamais je cherche le maximum de ma vraisemblance, c'est le maximum de ma fonction L de P sous la contrainte que P transposé 1 doit être égal à 1, c'est-à-dire la somme des PJ égale à 1. Donc l'optimisation sous contrainte, bah, ça se fait de manière un peu plus tordue, dans le sens où si je voulais le faire proprement, je passerais par du Lagrangien. Donc j'écrirais le Lagrangien associé, c'est-à-dire qu'en gros, j'augmenterais la taille de mon système, donc je rajouterais une pénalisation. Je vais faire une petite capsule de vidéo dédiée à l'optimisation. Je ne sais pas si la capsule parlera de l'optimisation sous contrainte, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin dans ce cours, sauf très ponctuellement quand on fera la régression Ridge, mais encore, je planquerai tout ça. C'est vraiment plus dans le cours qui suit d'ACT 6100, on a besoin davantage de faire l'optimisation sous contrainte. Mais on peut s'affranchir cette optimisation sous contrainte en disant, en fait, mon problème est un faux problème en dimension D, c'est en fait un problème en dimension D-1, dans le sens où si jamais je trouve l'optimum, si jamais je trouve les D-1 premières valeurs, j'ai forcément la dernière. Donc cette contrainte, je peux en fait la cacher dans la dernière. Donc en fait, la manière la plus simple pour résoudre ce petit problème, c'est de dire, je vais peut-être mettre de côté le cas où on avait D. Et dans ces cas, je vais juste écrire jusqu'à D-1. Okay, donc je vais bien prendre mes PJ puissance YIJ-1, YIJ jusqu'à D-1. Et pour la dernière, ben, je vais juste tenir compte du fait que PD, c'est 1 moins la somme de tous les PJ. D'accord, donc c'est vraiment ce que j'utilise ici. Et que le YIJ, ben, je sais aussi ce qu'il vaut. C'est que le YID, plus précisément, je sais ce qu'il vaut dans le sens où bah ça vaut 1 si jamais tous les autres valaient 0. Et si jamais il y en a un qui valait 1, bah dans ces cas, ça vaut forcément 0. Donc c'est assez trivial dans le sens où je sais ce que ça vaut. Okay, donc, si jamais je note SJ, le nombre d'individus
que j'avais observé dans la classe J. Ce qu'on peut montrer de manière assez simple, c'est qu'en fait, mon maximum de vraisemblance, la condition du premier ordre va s'écrire de la manière suivante. SJ sur PJ Sapo doit être égal à cette petite contrainte qu'on trouve ici. Okay. Donc, ce que ça va nous donner, en fait, c'est que on peut montrer qu'on a forcément un PJ Chapeau qui est égal à SJ sur N. Donc, on arrive au résultat assez trivial, qui est tout simplement de dire l'estimateur du maximum de vraisemblance de la probabilité d'appartenance à la classe J, c'est la fréquence empirique de la classe J. Okay. Donc ça, c'est bien parce que ça nous conforte avec ce qu'on avait obtenu sur la loi binomiale. Et la loi binomiale, je vous avais dit, c'est un cas particulier. Donc c'est normal que la généralisation reste quelque part dans le même esprit. Okay. Donc, de manière assez intuitive et assez heureuse, l'estimateur du maximum de vraisemblance, c'est la fréquence empirique. Okay. Pour ceux qui n'ont pas trop saisi le passage sur la contrainte et sur le Lagrangien, oubliez-la et essayez de maximiser votre vraisemblance et vous verrez que vous avez un souci. Donc le maximum de vraisemblance, je ne vais pas le chercher sur la vraisemblance telle qu'elle est écrite là. J'ai besoin de tenir compte de cette contrainte, sinon ça ne marche pas en fait. D'accord? Ok, donc l'estimateur du maximum de vraisemblance de mon paramètre, c'est tout simplement la collection des fréquences empiriques. Okay. Et là, on retombe sur le cas particulier. Si D est égal à 1, j'ai la loi de Bernoulli. P0 chapeau, P chapeau 1. On sait que P chapeau 1, c'est la fréquence de 1, et P chapeau 0, c'est donc la fréquence de 0. Okay, donc c'est exactement ce que nous dit cette formule. Sauf que là, je m'autorise à le faire en dimension D. Propriété d'estimateur, c'est un estimateur sans biais. Okay. Et en plus, je peux trouver sa matrice de variance-covariance. Alors, on va retrouver le 1 sur n classique qu'on va retrouver sur quasiment tous les estimateurs, okay, dans le sens où mes estimateurs, fort heureusement, vont tendre vers 0 quand la taille de l'échantillon tend vers l'infini, augmente en tout cas. Donc on a des estimateurs qui vont, quand la variance va décroître. Et ma matrice oméga, c'est cette matrice un petit peu particulière où on retrouve des choses qu'on connaît sur la diagonale. On va retrouver les PI, les PJ à moins PJ, qui sont finalement tout simplement les variances qu'on a passant de la loi de Bernoulli. Okay. Donc individuellement, si je regarde ce qui se passe ici, okay, individuellement, quand je regarde mon PJ chapeau, je suis juste en train de dire, il va être sans biais. Donc l'espérance de ma fréquence empirique, c'est ce que je m'attends à trouver. Et la variance de PJ chapeau, c'est tout simplement un PJ à moins PJ sur N. Okay. Donc il n'y a pas non plus d'énormes surprises quand on regarde les termes diagonaux. La seule petite surprise qu'on peut avoir, c'est quand on regarde les termes en dehors de la diagonale. Donc encore une fois, notre matrice de variance-covariance, elle n'est pas du tout diagonale. Okay. Mes estimateurs, PJ plus 1, par exemple, sont corrélés. Okay. Ils sont corrélés négativement, c'est vraiment lié au fait que si jamais une fréquence est élevée, forcément, les autres elles vont se retrouver un peu tassées vers le bas. Quoi. Okay. Donc si j'en monte une, par un jeu de vases communicants, okay, si jamais j'augmente une fréquence, les autres vont baisser essentiellement parce que la somme doit être égale à n. Okay. Donc on a cette propriété et on arrive à cette formule magique qui me dit tout simplement que j'ai une propriété de normalité asymptotique. Okay, racine carrée de n, p chapeau moins p, doit tendre vers une loi normale qui est une loi normale centrée sur 0 de matrice de variance-covariance oméga. Okay. Petite remarque, cette matrice, donc, elle n'est pas de plein rang. Essentiellement, ça tient compte du fait que j'ai perdu un degré de liberté. Okay, j'ai ma contrainte qui était que la somme des PJ doit être égale à 1, la somme des PJ chapeau doit être égale à 1. Et donc, en fait, j'ai une matrice qui est de rang D-1. Donc ça, on verra réapparaître ce D-1 plus tard, parce qu'encore une fois, le rang des matrices de variance-covariance a un impact sur toutes sortes de propriétés. Donc, en fait, on le va arriver tout de suite. En fait, je ne pensais pas que ça arrive aussi vite. Le test de Pearson, c'est un test, donc le test que je voulais présenter tantôt, qui est le test de l'hypothèse H0. Est-ce que P est égal à P0? Okay. Donc, Pearson avait proposé la statistique suivante qui consiste à dire, je vais regarder le nombre d'observations que j'ai eues. Okay. Donc, le nombre d'observations que j'ai eues dans la classe J, c'est SJ. Si jamais l'hypothèse H0 était vraie, ce que je m'attends à avoir, donc quelque part l'espérance de SJ, ce que je m'attends à trouver, c'est un N multiplié par la probabilité sous-jacente P0J d'appartenir à la classe J. Okay. Donc cette valeur-là, c'est la valeur, l'espérance que ça devrait prendre si jamais j'avais l'hypothèse H0 était vraie. Okay. Et ce que montre Pearson, c'est que si jamais vous prenez cette grandeur-là et que vous la normez en divisant par la valeur espérée, dans ces cas-là, ce qu'on peut montrer, c'est que asymptotiquement, ces choses-là vont tendre vers des lois N01, des lois gaussiennes, mais qui ne sont pas indépendantes. Okay, donc on voit apparaître une notion du qui2,
Mais on a perdu l'hypothèse d'indépendance. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est le fait que tous sont un petit peu liés. Et dans ces cas-là, je vais perdre un petit degré de liberté. Alors, on pourrait le voir avec le théorème de Cochrane. Derrière se cache le théorème de Cochrane. C'est de dire, ici, on voit apparaître une espèce de forme quadratique. On voit apparaître ici le terme de notre matrice qui apparaît dans le théorème de Cochrane. Et ici, on voit apparaître nos lois normales. Donc, c'est lié au fait que des binomiales, ça tend vers des lois gaussiennes. Donc, on voit apparaître quelque part, c'est normal de voir apparaître du Qui2. Je fais des sommes de carrés de normal. Et donc, on voit apparaître une loi du Qui2 à d-1 degré de liberté. Et cette histoire de d-1, c'est vraiment le fait que j'ai une contrainte que la somme des p doit être égale à 0, à 1, ou le fait que ma matrice oméga était de rang d-1. Donc, si l'hypothèse H0 est vraie, je dois avoir une loi du Qui2. Donc, ce test, je peux le mettre en œuvre. C'est très simple. Je vais calculer ma statistique de test et je me demande est-ce que ça suit une loi du Qui2 ou est-ce que ça ne suit pas une loi du Qui2. Donc, je vous le fais sur un petit exemple. Exemple le plus simple, des lois multinomiales, on a ça quand on tire quand on lance des dés. Donc, je lance des dés. Alors, en l'occurrence, ici, je ne sais plus combien je lance, peut-être 60 fois. Et je me demande est-ce que mon dé, il est truqué ou pas. Donc, ma statistique du Qui2, à quoi elle ressemble? Alors, je suis désolé, j'ai l'impression qu'il me manque une petite parenthèse. Il me dit, je vais regarder le nombre de fois où j'ai observé ma face I. Donc, en l'occurrence, je vais aller jusqu'à 6. Ici, je vais mettre mon SI. Pardon, j'ai l'impression que j'ai pas mal de typos. Donc, je vais prendre SJ, qui est tout simplement le nombre de fois où j'ai observé l'événement J. Donc, pour nous, ça va être la face apparente du dé est un J. J'ai mon SJ, et là, je vais mettre combien est-ce que j'espère avoir. Si jamais j'ai fait N lancé, je devrais avoir N sur 6. Et au dénominateur, je mets ce que je pense savoir, c'est-à-dire N sur 6. Donc, c'est très exactement ce que vous dit le test du Qui2. La statistique de test, c'est celle-là. Et je dois comparer avec une loi du Qui2 à K-1 degré de liberté. Donc, voilà mes tirages que j'ai obtenus. Donc, j'ai lancé 60 fois un dé. J'ai obtenu 4 fois la valeur 1, 17 fois la valeur 3, 9 fois la valeur 6, etc. Ce que je m'attends à avoir, comme j'ai fait 60 lancers, c'est 10 valeurs à chaque fois. Donc, comment je calcule ma statistique de test? Je prends le SJ moins la valeur espérée et je l'élève à la 2. Donc, en l'occurrence, ici, ma différence fait 6. Donc, je vais avoir du 6 au carré. Ma différence ici est 4, j'aurai du 4 au carré. Ma différence est 7, j'ai du 7 au carré. Ma différence est de 6, pardon, donc j'ai du 6 au carré, etc. Donc, j'ai ces valeurs-là, je divise par la valeur espérée. Et donc, ma statistique de test vaut 14,2. Donc là, on peut mettre en place tout simplement ce qu'on avait évoqué dans les slides précédents, c'est-à-dire la notion de p-value. Donc, je vais faire ça sur un petit dessin. Donc, je sais ce que ça devrait suivre sous l'hypothèse H0. Donc, je vous rappelle que j'ai ma statistique de test ici qui doit suivre une loi du Qui2. Donc, je vous rappelle, une loi du Qui2, fondamentalement, c'est en gros une loi gamma. Donc, on a quelque chose qui ressemble à ça. Si jamais je suis centré sur 5, dans ces cas-là, je dois avoir une espérance qui est de l'ordre de 5. Donc, on est à peu près on a quelque chose qui ressemble à ça. Nous, on est tombé sur 14. Donc, on est tombé très exactement ici. Dans ces cas-là, la p-value, ça va être tout simplement la probabilité pour que. Alors, quand je vous avais défini la p-value, je vous ai mis des valeurs absolues, mais ici, comme j'ai une distribution qui est forcément positive, c'est tout simplement la probabilité pour qu'une loi du Qui2 dépasse 14 sous l'hypothèse H0, c'est-à-dire que j'ai une loi du Qui2 à 5 degrés de liberté. Donc, je vais m'intéresser à la probabilité qui se trouve là. Donc, la p-value, elle est très exactement à droite. C'est la probabilité pour qu'une loi du Qui2 à 5 degrés de liberté dépasse 14,2. La probabilité de dépasser un 14,2 avec une loi du Qui2 à 5 degrés de liberté, regardez-le sous R, demandez-lui juste 1 moins pi chi-square de 14,2 df égale 5. Ça vous donnera 1 moins la probabilité d'être plus petit que 14,2. Donc, c'est bien la probabilité d'être plus grande que 14,2 quand vous avez une loi du Qui2 à 5 degrés de liberté. Et il s'avère que cette probabilité est de l'ordre de 1,4. Donc, 1,4%, c'est ma p-value. On est relativement faible, donc on aurait envie de dire je pense que je devrais rejeter mon hypothèse H0. C'est trop invraisemblable de tomber sur 14, avec une loi du Qui2 à 5 degrés de liberté. Donc, je devrais rejeter mon hypothèse H0, que mon D était juste. Donc, mon D est manifestement truqué. Il ne vous dit pas pourquoi. Alors, on peut le voir un peu, le pourquoi. C'est que je suis tombé quand même beaucoup sur 17 et je ne suis pas beaucoup tombé sur 1. Mais voilà, il vous dit que le D est sûrement truqué. D'accord? Donc, c'est ça l'idée du test du Qui2, c'est de se donner une distribution empirique, de se donner la distribution théorique et d'utiliser très clairement la métrique qui est indiquée ici, c'est-à-dire de sommer
sur toutes les valeurs possibles la sommée sur toutes les valeurs possibles d'événements, donc sur toutes les catégories possibles, la différence entre la fréquence observée, la fréquence théorique que j'élève au carré, que je divise par la fréquence empirique. Okay, ce test, je peux l'appliquer sous une hypothèse d'indépendance. Donc, je vous remets la définition de mon test, c'est de dire je regarde ce que j'espère avoir. Ce que j'espère avoir, c'est si mon hypothèse H0 était vraie, et je le compare par rapport à ce que j'ai réellement observé. Okay, on voit apparaître quelque chose, enfin je le fais un peu rapidement, mais on voit apparaître quelque chose qui est une espèce de distance euclidienne. La différence entre les sommes de xi moins yi, c'est une distance euclidienne. Okay, la seule chose, c'est que je normalise essentiellement pourquoi ? Parce que là, je commence à regarder les différences. Et ce que je vous dis juste, c'est si jamais j'avais un groupe avec 10 observations, que j'en observe 13, j'ai une différence de 3, c'est pas la même chose que d'observer 500 observations alors qu'on en attendait 503. Okay, une différence de 3, il faut qu'elle soit relative. Donc le dénominateur revient à intégrer cette notion de relativité, qui est en fait la taille effective que j'espère avoir quelque part. Okay, donc plus j'espère un groupe qui est gros, plus je vais plus mon groupe est petit, plus une différence petite aura un effet important. Okay, donc c'est juste une petite parenthèse sur les notions de distance et ce genre de choses, mais j'aime bien voir les tests comme des notions de distance. Okay, on fait une distance à l'hypothèse H0. C'est vraiment ce que fait le test du Ki2. Plus ça va être grand, plus je suis loin de l'hypothèse H0. C'est comme ça qu'il faut le retenir. Je peux l'adapter à un problème d'indépendance. Alors, comment je l'adapte sur une hypothèse d'indépendance ? Je vais regarder des groupes, okay, et je vais me demander qu'est-ce que je devrais avoir si jamais deux variables étaient indépendantes. Alors, pour ça, je vais travailler sur un tableau de contingence, c'est-à-dire le tableau que j'observe à gauche. Donc, c'est une question très simple qui est il y a autant de gauchers chez les hommes et chez les femmes. Le fait d'être gaucher, droitier ou ambidextre n'est pas lié au genre. Okay, donc, j'ai récupéré des données, 2237 données, et je regarde combien de personnes sont gauchères et hommes, gauchères et femmes, enfin gauchers et hommes, gauchères et femmes, droitière femme, droitière homme et ambidextre. Okay, puis je stocke tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Donc là, mes catégories J, c'est ces 6 catégories qui se trouvent là. Okay, donc j'ai tout mis dans un tableau, mais fondamentalement, j'ai un vecteur multivarié qui est ce vecteur des PIJ, si vous voulez. Okay, donc d'être dans la catégorie I pour la première variable et J dans la seconde. J'ai envie de comparer avec le cas indépendant. Le cas indépendant, à quoi il correspond ? Le cas indépendant, je vous l'ai mis ici. J'aurai des choses qui sont indépendantes si et seulement si. Je le fais ici sur un cas particulier qui est les hommes droitiers. Okay, la probabilité d'être homme et droitier si on est indépendant, ce serait la probabilité d'être droitier et la probabilité d'être un homme. Okay, c'est le fait que la probabilité jointe, c'est le produit des probabilités. Okay, donc je vais traduire ça d'un point de vue empirique. Parce que la probabilité d'être droitier, je ne la connais pas. Okay, sauf que je connais la fréquence de droitier. La fréquence de droitier, c'est très exactement 2004 personnes par 2237. Okay, donc je peux remplacer cette proportion que je ne connais pas par la proportion empirique. Je peux remplacer la probabilité d'avoir un homme par la proportion d'hommes. La proportion d'hommes, je l'ai, c'est que j'avais 1067 personnes par 2237. Donc ici, j'ai ma probabilité d'être un homme. Et donc, si j'étais indépendant, combien je devrais m'attendre à avoir d'hommes ? Donc c'est ce n multiplié par la probabilité sous hypothèse d'indépendance. Ce serait n fois les deux probabilités marginales. Et donc, ça me donne ce 2237 fois 2004 divisé par 2237 et ce 1067 divisé par 2057. Donc, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que la probabilité théorique que j'espère avoir ici, donc le expected, sous hypothèse d'indépendance, c'est quoi ? C'est tout simplement le nombre de personnes qui sont des hommes multiplié par le nombre de personnes qui sont droitiers divisé par la taille totale de ma population, ce qui fait 956. Okay, donc, effectivement, si mes variables étaient indépendantes, je devrais en avoir 956. Or, ici, j'ai 932 hommes, okay, 934, pardon. Donc, on voit qu'on a un petit peu plus sous hypothèse d'indépendance que ce que j'observe. Est-ce que la différence est significative ? C'est exactement ce que regarde le test du Ki2. Cette différence, elle est de très exactement 22. Je vais la normer par ce que j'espère avoir. Okay, si jamais je regarde, donc j'avais une différence de 22. Okay, si jamais je regarde par exemple sur les femmes qui sont gauchères, okay, j'en ai 107 sous hypothèse d'indépendance, j'en devrais en avoir 92, on a une différence de 15. Okay,
Et la différence de 15, elle a quelque part beaucoup plus de poids que la différence de 22, parce que 22, c'était sur presque 1000 personnes, mais 15, ils sont sur 100 personnes. Ok, donc les différences absolues, je vais quand même les mettre de manière relative quelque part. Alors, c'est pas exactement ça qu'on ne regarde pas juste les différences relatives, on normalise en tout cas, et donc on récupère ça. Et donc, j'ai 6 catégories. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je somme bien sur 6 termes. Ok, je prends les différences que j'observe entre les valeurs réelles et ce que j'espère avoir, et je divise, je le prends au carré et je divise par ce que j'espère avoir. Ok, et je somme tout ça. Ici, on arrive à 12. Ok, alors, je n'ai pas dit le nombre de degrés de liberté. En fait, le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de modalités que j'ai là, moins une, multiplié par le nombre de modalités que j'ai là, moins une. Donc, en l'occurrence, c'est un nombre de degrés de liberté qui est de 3 moins 1, c'est-à-dire 2, fois 2 moins 1 qui fait 1, c'est-à-dire au final 2. Okay, donc, je dois comparer ça avec une loi du Kido à 2 degrés de liberté. Tomber sur 12 avec une Kido de 2 degrés de liberté, ce n'est pas commun. Okay, plus précisément, on a une p-value de 0,2%. Donc, il y a de fortes chances quand même pour que ce ne soit pas une loi du Kido, ce qui veut dire que l'hypothèse H0 est sûrement fausse. Okay, donc, mon hypothèse H0 qui consistait à dire que le fait d'être gaucher ou droitier est indépendant du genre, elle n'est probablement pas juste. Okay, je ne sais pas, encore une fois, je tranche juste en disant je rejette mon hypothèse, mais ça ne nous dit pas pourquoi est-ce que c'est pas ça. Donc, ça, je vous montrerai des outils pour visualiser en tout cas les différences par la suite. On a l'impression quand même que c'est ouais, on a quand même l'impression, l'histoire du 107 et du 92, j'aurais envie de dire que c'est probablement peut-être parce qu'on a beaucoup de gauchères parmi les femmes. Mais bon, encore une fois, il faudrait creuser davantage, j'ai regardé un peu mieux ce qui se passe. Donc on verra apparaître les notions de résidus par la suite. Okay, donc les résidus, ça va être les termes qui apparaissent ici. Okay, quand je prendrai leur racine carrée, je prendrai un signe. Donc on verra apparaître ce qu'on appellera les résidus de personnes dans le test du Kido. Mais ça sort un petit peu du cadre des révisions, donc je vais m'arrêter là. Okay, on a vu le test du Ki2, on a vu qu'on pouvait tester l'indépendance, et on le fera en particulier quand on attaquera la partie sur les GLM, quand on fera des régressions logistiques sur des variables binomiales, et quand on le fera sur des régressions de Poisson, parce qu'on sera intéressé par cette histoire d'indépendance. Okay, donc je m'arrête là pour cette capsule, et je vous laisse continuer si jamais vous avez encore un peu de temps pour avancer dans le visionnage des capsules. À bientôt.